Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et merci surtout de vous être inscrits et de nous avoir rejoints pour cette webconférence sur le sujet des aidants et du numérique, ou comment faciliter le quotidien des proches des aidants. En tant que président de la Mutualité française de Bourgogne-Franche-Comté, je salue donc les intervenants qui ont répondu présents pour participer à cette conférence et nous apporter à la fois leurs expériences, mais aussi leurs témoignages. Je veux donc remercier le docteur Imad Sfer, président de RESEDA, le réseau des maladies neuroévolutives de Bourgogne-Franche-Comté, qui s'adresse à la fois aux patients, mais aussi à leurs aidants. Je remercie également Madame Anne Delroc, qui témoignera dans quelques instants en sa qualité de proche aidante, et Monsieur Philippe Caponi, qui est travailleur social au conseil départemental de Saône-et-Loire. Remerciements également à Caroline Wilm ainsi que Corinne Maxel qui est responsable de projet et Caroline chargée de communication à la Mutualité française de Bourgogne-Franche-Comté. La Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, actrice de l'économie sociale et solidaire, représente bien évidemment les structures mutualistes dans toute leur diversité. Tout d'abord des complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, mais aussi, ce que vous connaissez certainement toutes et tous, des gestionnaires de quelques 280 services de soins ou d'accompagnement qui sont tournés à la fois vers la petite enfance, les personnes en situation de handicap, personnes âgées, avec à disposition des centres dentaires, des centres spécialisés en audition et optique, également des services de soutien à domicile. Parce qu'il n'y a pas d'amélioration continue sans évolution, la mutualité française impulse aujourd'hui l'innovation dans ses pratiques et ses interventions également pour dessiner ce qui sera la santé solidaire de demain. C'est ainsi que nous vous présenterons à l'issue des différentes interventions un nouvel outil numérique destiné à faciliter le quotidien des proches aidants de Bourgogne-Franche-Comté. Vous pourrez bien entendu poser vos questions dans le fil de discussion pour une séquence d'échange qui interviendra à l'issue des prises de parole de nos intervenants. Mais sans plus tarder, et comme je l'ai annoncé, je laisse donc la parole au docteur Imad Sfer qui fera et qui va vous faire un état des lieux sur des données chiffrées, mais également sur l'impact du statut d'aidant sur la santé de ces derniers. Je vous laisse donc la parole, docteur Sfer. Merci beaucoup, Monsieur Herry. Merci de m'avoir invité pour présenter euh, effectivement la notion de l'aidant et puis vous communiquer quelques chiffres autour des aidants qu'on appelle des aidants familiaux ou naturels, mais également l'impact de ce statut de l'aidant sur la santé des aidants. Donc, pour commencer, effectivement, je voudrais définir la notion de l'aidant. Les aidants dits naturels ou familiaux sont les personnes non professionnelles qui viennent en aide pour une partie ou pour pour la totalité je dirais, de la charge qu'implique la prise en charge des aidants. Des personnes dépendantes de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Alors, l'aidant naturel peut être un membre de la famille, mais aussi un conjoint, un ami ou un voisin. Hein, ce n'est pas toujours l'aidant n'est pas toujours un membre très proche de la famille. Le rôle de l'aidant naturel, c'est une personne qui apporte une aide régulière. Cette aide peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le nursing, l'accompagnement à la vie sociale et au maintien de l'autonomie de la personne aidée, les aides aux démarches administratives, la coordination des soins. Souvent, l'aidant il joue ce rôle-là de coordination des soins à domicile.
un soutien psychologique, bien évidemment, la communication avec l'entourage et avec l'extérieur, et souvent pour toutes les activités domestiques. On considère que la charge de travail liée au rôle de l'aidant est estimée en France autour de 7 heures par jour en moyenne. Donc, ça vous donne une idée de cette importance de l'aide qu'un aidant apporte au proche aidant. Alors, au niveau des chiffres, si on prend les malades atteints de maladies neuroévolutives en France, on considère qu'on a 5 millions d'aidants familiaux en France. Mais si on prend la totalité des personnes aidées, on est plutôt autour de 11 millions de personnes en France. Donc, c'est plutôt en incluant le champ du handicap. Alors, si on regarde bien la typologie de l'aidant, souvent ce sont des femmes. Donc, à 60% des aidants sont des femmes. C'est souvent le conjoint ou l'enfant. 75% des aidants ont moins de 65 ans, avec une moyenne d'âge autour de 52 ans. Donc, ce sont plutôt des personnes assez jeunes, donc actives à 51% des aidants. Et donc, 20% des aidants vivent à côté de leurs proches aidés. Et donc, le triste chiffre que je vais annoncer, c'est 30% des aidants meurent avant leurs proches atteints de maladies neuroévolutives. Et donc, c'est quand même, ça donne une idée de l'impact de ce rôle de l'aidant sur la santé des aidants. Alors, pourquoi? Effectivement, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à l'épuisement général de l'aidant, notamment la durée de prise en charge de la personne aidée. C'est sûr que plus cette prise en charge est importante dans la journée, plus le risque de l'épuisement est important. L'absence de répit, ça c'est très important. L'absence de répit est un facteur majeur d'épuisement de l'aidant. Il y a également l'intensité et la longueur du travail dans la journée de l'aidant. C'est sûr que selon le type de travail réalisé par l'aidant, les conséquences sur son épuisement n'est pas la même, notamment pour des personnes qui ont des charges de travail lourdes déjà professionnellement. Il y a également la présence de troubles du comportement chez la personne aidée qui contribue fortement à son épuisement, bien évidemment. Il y a également la non-adhésion de la personne aidée au traitement avec une opposition au traitement qui pourrait épuiser l'aidant. Et surtout aussi l'absence d'aide à domicile ou l'absence d'aide tout court qui malheureusement contribue à l'épuisement de l'aidant. Alors, si on demande aux aidants leurs difficultés qui contribuent à leur épuisement, avec un sondage qui a été réalisé en France, les aidants disent que souvent, à 40% des personnes sondées disent qu'il leur manque du temps. Et ce manque de temps pour faire des activités, des loisirs à côté, contribue à une fatigue physique importante et psychique aussi. Ils se plaignent également de la complexité des démarches administratives à 25% des aidants interrogés. Ils se plaignent également de difficultés à gérer les situations d'urgence ou de crise, notamment liées à la prise en charge urgente d'un proche aidé. Le manque de soutien moral, que ce soit par l'entourage, mais aussi par l'administration, et le manque de considération générale.
Alors, il y a des incidences sur la vie de l'aidant face à ces difficultés. Ce sont notamment des impacts sur les loisirs et les sorties et la vie sociale de l'aidant. Dans 30% des cas, une personne sur trois, un aidant sur trois, manque de temps libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour se consacrer à ses loisirs, ses sorties, sa vie sociale, etc. Il y a un aidant sur quatre qui est obligé de revoir ou de changer sa vie professionnelle ou la modifiant un petit peu ou bien en posant des congés régulièrement ou changer les horaires du travail ou réduire son temps de travail, etc., pour qu'il puisse se consacrer partiellement ou totalement à l'aide d'un proche aidé. Et puis, au niveau de la santé également, on sait qu'un aidant naturel sur 5 diffère ou renonce à une consultation, une hospitalisation ou un soin par manque de temps. Alors, tout ça se traduit par des maladies, des maladies spécifiques de l'aidant. Et donc, si on compare une population d'aidants au même âge avec une population du même âge également, mais qui n'est pas aidante, on constate qu'il y a plus de maladies psychosomatiques chez les aidants. Donc, à 30% des cas, donc une personne sur trois, se plaignent de stress, de troubles dépressifs, de troubles du sommeil par rapport à une population non aidante. Il y a malheureusement 2 fois plus de mortalité en termes d'impact dans une population aidante qu'une population non aidante. Et également 2 fois plus de maladies cardiovasculaires chez les aidants, comme l'hypertension artérielle, le diabète et des maladies thromboemboliques, embolies pulmonaires, etc. Chez une personne aidante sur 3, se plaignent d'une altération de l'état général et une baisse de l'immunité, un sujet à la mode par l'actualité en ce moment, mais également une personne sur 3 consomme de façon importante des psychotropes comme des anxiolytiques, des antidépresseurs et des somnifères. Donc, on voit bien l'impact et les conséquences importantes sur la santé de l'aidant. Alors, il y a quelques signes qui doivent nous alerter si on est dans l'entourage d'une personne aidante et donc qui doivent nous sensibiliser pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est notamment la présence chez l'aidant, une sensation de fatigue intense, qu'elle soit physique et morale. Souvent, la fatigue intense, c'est vraiment un des signes importants d'un épuisement qui est en train de s'installer. Il y a également un signe souvent que quand l'aidant il commence à négliger sa propre santé et quand il cumule des problèmes, des comorbidités, le diabète, l'hypertension, des infections à répétition, des douleurs, etc., des troubles du sommeil. Voilà, tout ça, ça doit nous alerter pour nous dire attention, cet aidant pourrait être en état d'épuisement qui s'installe parce que malheureusement, souvent, l'aidant, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de s'épuiser. Il y a également
le repli sur soi, c'est un aidant qui se replie sur lui-même est souvent un signe qui doit nous alerter, nous dire cette personne est probablement en train de s'épuiser. Il y a également le recours des aidants de façon croissante aux médicaments psychotropes, mais également aux produits donc, comme l'alcool, la drogue, bien évidemment, mais souvent l'alcool, qui pourrait être un signe d'épuisement. Et puis, parfois, effectivement, il peut y avoir la maltraitance de la personne aidée par l'aidant parce que la personne aidante est épuisée. Et c'est souvent une maltraitance involontaire, mais qui est liée à un épuisement important de l'aidant. Donc voilà quelques signes qui doivent nous alerter, bien évidemment, si on est dans l'entourage d'une personne qui est aidante. Et l'idée, c'est que dès qu'on a ces signes-là, qu'on puisse mettre en place des actions concrètes pour soutenir et éviter à l'aidant tout épuisement qui pourrait être irréversible. Il y a plusieurs phases. Si on agit un peu en amont, des choses pourraient s'arranger. Mais quand on a un épuisement total qui s'installe, là, les choses sont un peu plus compliquées après à rattraper. Alors, heureusement qu'effectivement, il y a des actions efficaces qui pourraient éviter un épuisement, en tout cas total, de l'aidant. Tout d'abord, bien évidemment, il faudra que la personne aidée accepte de se faire aider. Ça passe par là. Et donc, on ne peut pas obliger un aidant à se faire aider. Il faut qu'on puisse présenter les choses même à plusieurs reprises et puis proposer plusieurs types d'aides à l'aidant. Et une fois il a accepté, c'est le début de quelque chose de très intéressant parce que ça passe par là en tout cas. Il faut que que l'aidant puisse accepter les aides. Il peut y avoir plusieurs types d'aides. Et également, il faut informer les aidants sur les maladies des personnes prises en charge. C'est sûr qu'en informant sur les différentes maladies, ça peut être les maladies neuroévolutives et nos réseaux respectifs sont souvent là pour aider, pour informer, pour communiquer sur ces maladies-là, pour que l'aidant puisse avoir des connaissances sur parfois certaines évolutions de ces maladies, sur certains troubles qui sont souvent rencontrés et du coup un peu démystifiés puisque les personnes ne font pas exprès d'avoir des troubles du comportement, d'être dans l'opposition. Et souvent, en parlant de ces troubles, ça permet à l'aidant de voir un peu les choses un peu différemment, d'accepter, de recevoir des aides extérieures par des professionnels, notamment à domicile. Ça peut passer aussi par mettre en lien les aidants avec des associations d'aidants. Et l'idée, c'est bien évidemment de permettre aux aidants qu'ils puissent échanger avec les autres aidants sur leurs difficultés, sur leur vécu, sur leurs problèmes. Et ça permet de diminuer ou éviter un épuisement potentiel. Et puis surtout, je dirais, quelque chose de très important, c'est la clé de la réussite d'éviter un épuisement, c'est accepter d'accorder à soi-même des pauses et un temps de répit très très régulièrement, que ce soit dans la journée ou dans la semaine.
Et vraiment, sans ce temps de répit, souvent, on voit rapidement l'épuisement qui va s'installer auprès de l'aidant. Alors, effectivement, il y a plusieurs solutions de répit. Ça peut être des séjours de vacances adaptés. Ça peut être en couple entre aidants et personnes aidées, dans des centres spécialisés qui ont l'habitude d'accueillir le couple. Et ça permet à l'aidant de pouvoir profiter des vacances, mais en même temps une équipe dédiée pour s'occuper de la personne aidée. On connaît tous un accueil de jour ou parfois des accueils de nuit dans des EHPAD qui pourraient être une solution temporaire, comme les hébergements temporaires d'ailleurs dans les EHPAD qui permettent aux aidants de pouvoir souffler pendant un temps. Les accueils de jour, ça permet aussi de pouvoir faire ses courses, de pouvoir garder une activité sociale un jour ou deux dans la semaine. L'hébergement temporaire, ça permet d'aider pour partir auprès de ses enfants, avoir un peu de vacances, un peu de répit. Il y a également de plus en plus le développement du baluchonnage à domicile, le relayage. En France, on l'appelle le relayage. Mais également, il y a des associations, il y a des réseaux qui développent des cafés Alzheimer, cafés des aidants, ou maintenant café mémoire, etc. Tout ça permet à l'aidant de prendre un temps de répit indispensable pour éviter son épuisement. Et toutes ces solutions, il y a un rôle important, je me permets de le rappeler, des plateformes de répit, où il y en a partout sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, il y en a 11, et depuis un an et demi maintenant, on a plus de zones blanches, donc on a rajouté 4 nouvelles plateformes qui, je dirais, qui couvrent l'ensemble du territoire. Et c'est vraiment ces plateformes accueillent, informent et proposent, que ce soit elles-mêmes ou par le biais de séjours organisés par des organismes, des solutions de répit. Et je pense que c'est quelque chose de très important que nos aidants puissent être informés qu'il y a ces plateformes qui pourraient les écouter, les accueillir et les orienter. Voilà. Et puis pour terminer, je dirais une dernière action efficace pour éviter aussi un certain épuisement, c'est aussi ne pas oublier sa propre santé en prenant un rendez-vous à minima une fois par an, voire plus avec son médecin traitant, pour ne pas passer à côté d'un problème personnel de santé, parce qu'on a vu que effectivement, malheureusement, 30% d'aidants décèdent avant la personne aidée, donc il est indispensable que l'aidant puisse s'occuper de sa santé pour qu'effectivement derrière puisse s'occuper de la personne aidée. Voilà, et puis dernier mot pour dire que de plus en plus avec la période Covid, on a vu apparaître pas mal de solutions de répit ou de soutien des aidants à distance, crise sanitaire oblige, et j'ai envie de dire que c'est sûr que ça remplace pas bien évidemment la présence, enfin les actions présentielles, mais ça permet de garder un lien et de maintenir un contact et soutenir les aidants à distance. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, merci beaucoup, Dr Sfer, pour cet état des lieux détaillé, mais également, et nous y reviendrons au cours de la discussion, sur ce que vous avez annoncé, les prémices aussi de ce qu'on appelle la prévention, qui est, à mon avis, un des axes importants au niveau des proches aidants. Alors, il y a quelques chiffres que tout le monde a entendus, et effectivement, déjà la proportion des aidants qui peut étonner,
qui n'étonne pas ceux qui sont au quotidien, je veux dire, au contact des aidés, à savoir les 11 millions de proches aidants. Et puis, je pense restituer quelque part votre constat pour insister finalement sur toute la charge mentale qui pèse sur ces proches aidants, avec d'éventuelles conséquences psychologiques et physiques, et également peut-être le moindre recours par épuisement justement à des solutions de répit, mais nous y reviendrons. Donc tout ça, ça fait corps, et je pense que, je veux dire, en parallèle à votre regard et à votre constat, il nous a semblé intéressant et ô combien important finalement d'avoir le témoignage d'une personne qui au quotidien était proche aidante. Et je vais céder la parole immédiatement à Madame Anne Delroc, qui pourra justement nous apporter tout son témoignage. Je vous laisse la parole, Madame Delroc. Alors, je ne sais pas si vous avez branché votre micro. Ça sera mieux comme ça. Effectivement. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Anne et puis ma famille me surnomme Sœur Anne parce que depuis toujours, j'ai l'habitude de rendre service à tout le monde, tout naturellement, que ce soit mes voisins, ma famille, des personnes même inconnues. Voilà. Mais, sauf qu'il y a un mais, depuis pas mal de mois, je m'occupe de mes parents et c'est venu petit à petit et tout à fait en dehors de ma volonté, parce que toutes les fois que j'allais les voir, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et puis eux ne voulaient pas se faire aider, étaient dans le déni de leur vieillesse, ils ont 95 ans, hein, tous les deux, et puis ils se sont mis à avoir des troubles cognitifs. Donc à chaque fois que j'y allais, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et on faisait une chasse aux clés, on faisait des courses, on faisait des repas, on changeait les lits, le linge, on surveillait le frigo parce qu'il y avait des trucs qui pourrissaient dedans, il y avait des trucs qui restaient dans le micro-ondes de la veille qu'ils n'avaient pas mangé, ils s'étaient ouvert une boîte parce qu'ils ne savaient plus ce qu'il fallait qu'ils mangent. Enfin, il y avait des factures à régler, des documents à remplir, il fallait les emmener chez le médecin, chez le dentiste, enfin bref, on courait de partout avec ma sœur aînée qui est pas très loin de chez moi non plus. Et puis même ma petite sœur de Lyon qui s'est arrêtée de travailler alors qu'elle travaillait dans une maison de retraite à Lyon. Elle a cessé sa carrière là pour ses 60 ans en disant « je vais venir vous aider parce que vous n'en sortez plus ». Parce que nous, ça finit par nous ranger notre quotidien, parce qu'on a déjà nos propres tâches à accomplir et celles des parents qui nous mettaient les bâtons dans les roues parce qu'ils étaient capables de faire tout seuls, mais non, ça allait très bien, mais non, tout allait bien comme ça. Ils allaient faire leurs courses, c'était dans leur tête, mais par contre, les choses ne se faisaient pas. Donc, quelque part, l'aidant, il se sent un petit peu responsable de ses parents. On a élevé nos enfants et puis finalement, on se retrouve avec les parents à mener. Donc, c'est vrai que c'est une charge à la fois physique, parce que ça fait double travail par rapport à ce qu'on a à faire à la maison, et puis une charge mentale aussi, et surtout quand ils ne nous aident pas, parce que là, c'est vrai que quand ils sont dans le déni complet, il faut se battre moralement contre eux, et c'est encore plus dur. Donc voilà, en plus, il y a le regard de tous les gens qui sont autour qui disent « Ah, mais tes parents, ah, mais tu laisses conduire ton papa, 94 ans, mais tu devrais lui retirer les clés, lui prendre sa voiture. » Mais il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire, en fait. Tout est compliqué, on se bat contre tout. Hein. Donc, voilà. Que vous dire d'autre que je ne fais plus grand-chose de social, moi qui faisais des tas de trucs, qui donnait des cours de couture au centre social à côté de chez moi, qu'elle est au cours de cuisine. Tout ça, pratiquement, je ne fais plus. J'ai plus le temps, j'ai plus trop le goût non plus. Voilà. Et en plus de ça, je suis mariée depuis 40 ans avec un mari qui était handicapé en fauteuil roulant et qui a fait un infarctus le 17 décembre.
suivi d'un AVC le 25 décembre. Et depuis tout ce temps-là, il est à l'hôpital et au CCR et je vais le récupérer apparemment le mercredi 14 avril, sans l'avoir vu ou très peu, juste un petit peu devant le centre du CCR, puisqu'on n'a pas le droit de rentrer à cause du Covid. Donc, je dois aller voir demain dans quel état physique il se trouve et ce qu'il est capable de faire. Et apparemment, c'est vraiment pas grand-chose. Ce qu'il peut faire, c'est un petit peu les transferts du lit au fauteuil. Donc, je pense que là, ma vie, elle va complètement basculer. Et on a beau nous dire, l'assistante sociale du CCR, non, mais vous inquiétez pas, on va vous mettre le lit médicalisé, le lève-malade, les aides à domicile, matin et soir, et midi s'il faut, et tout ça. Mais en fait, c'est plus du tout la même vie. Donc, comme dit le docteur, là déjà, je n'aime pas aller chez le docteur parce que j'ai beaucoup emmené mes parents et puis les docteurs, les dentistes et tout ça. Donc, déjà que je les fuyais un petit peu, j'ai plus tellement envie d'y aller pour moi non plus. Donc, voilà, c'est une des raisons aussi peut-être pourquoi les aidants ne se soignent pas trop, parce que ça devient pesant en fait. C'est ce que je peux vous dire, voilà. Bien écoutez, Madame Delroc, en tout cas, un merci infini pour votre témoignage qui fait écho au constat dressé par le docteur Sfer. Et je vois dans vos propos finalement tout le quotidien d'une proche aidante avec, et vous l'avez signalé vous-même, une rupture du lien social et je pense aussi quelque peu de l'épuisement comme vous le signaliez. Donc effectivement, cette charge mentale dont on parle depuis le départ, elle est fort présente, je veux dire, au niveau des aidants et votre témoignage est très concret sur ce sujet-là. Donc un grand merci encore pour votre témoignage. Je pense que on aura certainement des réactions en cours de cette conférence. Je vais me permettre cette fois-ci de m'adresser à Monsieur Philippe Caponi. Monsieur Caponi, vous êtes donc travailleur social au conseil départemental de Saône-et-Loire et la demande finalement, la question que j'allais vous poser, elle est sur deux versants, à la fois le lien entre la ruralité et l'isolement des proches aidants. On a fait état de cet isolement depuis le début de la conférence, mais également, et ça avait été cité par le docteur Sfer à la fin de son intervention, une partie très importante pour, me semble-t-il, les aidants, à savoir tout l'aspect prévention. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Caponi. Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir invité. Donc, je travaille dans un secteur très rural dans le sud de la Saône-et-Loire, ce qui m'a amené, avec les études du DU de gérontologie que j'ai réalisé, à réfléchir un petit peu plus sur cet isolement et cette ruralité, quel lien il y avait. Donc on parle bien de ruralité. Hein. La ruralité, on peut le déterminer un petit peu sur des ressources faibles des gens et une exode un petit peu des personnes, donc un isolement du fait de la géographie déjà. Ce qui est important aussi, c'est de déterminer, je pense, ce qu'est l'isolement. Hein. On parle d'isolement à partir du moment où les interactions sont inférieures à 4 par semaine, c'est-à-dire que les personnes se retrouvent seules à domicile. Je pense qu'il faut s'appuyer sur des éléments démographiques. Hein. On voit bien que dans nos campagnes, la réalité fait que les distances isolent les personnes. Une personne âgée en milieu rural, à partir, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, à partir du moment où elle n'a plus son permis de conduire, devient de fait même dépendante des autres et de son tissu social. Tissu social qui, avec les années, forcément, devient de plus en plus faible. Les enfants, bien souvent, habitent à plus de 50 km et ne peuvent pas quotidiennement venir aider leurs parents.
Il y a un isolement aussi de par les lieux qui sont de plus en plus éloignés. On parle également de déserts médicaux, c'est-à-dire que dans les campagnes, les lieux pour aller se faire soigner sont de plus en plus éloignés, les rendez-vous sont difficiles à obtenir, et de ce fait même, tous les actes de nursing que peuvent et les actes de prévention que peuvent avoir les soignants sont de fait de plus en plus difficiles du fait d'un manque de personnel et du fait des distances entre deux maisons, tout simplement. Quand une infirmière à 15 km pour aller voir le patient suivant, ce temps-là passé sur la route, notamment l'hiver, va faire en sorte que cette démarche de prévention qu'elles aiment faire, elles ont de moins en moins de temps pour le faire. D'ailleurs, on voit bien que sur tout ce qui est nursing, l'aide à la toilette, on commence à avoir des difficultés à avoir des infirmières qui peuvent venir en aide dans nos secteurs ruraux. Les places au niveau des SIAD, des services de soins infirmiers à domicile, sont également réduits et on rencontre des difficultés pour apporter ce soutien aux aidants sur tout ce qui est acte de nursing du fait de la réalité de nos campagnes. Moi, je reviens sur les moyens de déplacement. Une personne qui a toujours habité dans sa maison, dans la majeure partie des cas, elle souhaite y rester. Néanmoins, une fois que les enfants sont loin et que les amis qui sont également souvent âgés ne peuvent pas les aider, les transporter, ils se retrouvent dans un isolement le plus total. Au niveau du département, on essaye de mettre en place des heures pour que les personnes qui le souhaitent aider à domicile, mais ça reste quand même des temps très importants où la solitude existe, et notamment pour les aidants qui eux-mêmes, bien souvent, dans les aidants, il y a un quart des aidants qui sont des conjoints et qui rencontrent cette difficulté de se retrouver seul au quotidien avec une personne malade. Et ça, c'est une difficulté qui est rencontrée de plus en plus. J'aimerais revenir également sur, comme vous l'aviez bien dit, Madame Delroch, sur le regard des autres, une fois qu'on est aidant et qu'on se retrouve avec son compagnon. Une dame me disait très, très justement, j'ose plus aller avec mon époux au marché parce que le regard des autres me fait du mal. Les gens savent qu'il est malade, mais la manière dont ils ont de lui parler, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus le même regard sur lui que quand il était valide. Et de ce fait, c'est des aspects psychologiques qui font que petit à petit, l'aidant va s'enfermer dans sa maison avec son aidé parce que ce regard de l'autre devient difficile, notamment en milieu rural ou dans nos campagnes, tout le monde se connaît, a vécu ensemble. Une autre dame me disait à un moment, son mari avait une pathologie neurodégénérative, elle me disait, j'hésite à recevoir mon petit-fils parce que j'ai peur du regard qu'il va avoir sur son grand-père. Et est-ce que ça ne va pas le heurter, lui faire mal? Et c'est des questionnements que je pense beaucoup d'aidants ont de comment la famille, comment les gens autour d'eux vont comprendre et accepter cette réalité que vivent au quotidien. Donc c'est tous ces petits facteurs psychologiques, sociologiques qui enferment petit à petit l'aider dans son logement et dans sa maison isolée, en fin de compte. Il y a un autre aspect qui me paraît important d'évoquer pour les aidants. Une autre personne avec qui j'échangeais lors d'une visite me disait, mais Monsieur Caponi, moi de faire rentrer
vous me proposez des aides à la maison pour me soutenir. Même moi, ma maison, ça devient un vrai supermarché. Les gens rentrent, les gens sortent, et c'était très difficile pour elle de l'accepter que ce va-et-vient perpétuel entre l'aide-soignant le matin, l'aide à domicile l'après-midi, le midi, et elle me disait, mais où est mon intimité à moi? Et finalement, elle avait trouvé sa propre solution, finalement, en adaptant son logement, en faisant une armoire avec les affaires de son mari, et comme ça, elle gardait sa place à elle, son intimité à elle. Et je pense que pour les aidants, c'est quelque chose qui est important de pouvoir, à chaque difficulté, de trouver des solutions pour garder son intimité et pouvoir néanmoins se faire aider, puisque, comme le disait le docteur Sfer, il arrive à un moment où, quand la maladie est trop avancée, il est indispensable de pouvoir se faire aider pour tenir le coup, tout simplement, parce que ça devient impossible de pouvoir tout gérer seul sans en perdre sa santé, sans en perdre son moral également. Je pense que c'est indispensable d'avoir cette réflexion-là et d'avoir des espaces pour pouvoir y réfléchir. C'est vrai que, comme le disait le docteur tout à l'heure également, les personnes demandent de l'information, et le fait d'être isolé, et la campagne, les gens n'ont pas beaucoup accès à de l'information, et 75% des personnes dans les dernières études disent qu'ils auraient besoin d'avoir de l'information sur la pathologie, sur son évolution, sur les aides qui peuvent exister. On en parle beaucoup, mais beaucoup de gens ne le savent pas encore ou ne le maîtrisent pas assez. Et en tout cas, toute cette information, il est nécessaire de pouvoir l'apporter dans les domiciles pour que ce message de prévention, et le docteur Aquino, qui a travaillé pour la loi de 2015, l'avait bien souligné, la prévention est un facteur indispensable et prioritaire si on veut pouvoir permettre aux gens de comprendre, et puis de pouvoir avoir des gestes adaptés. Hein. C'est vrai que quand on est soignant, moi je suis éducateur spécialisé de formation, on nous a appris les savoir-faire, les savoir-être pour pouvoir s'occuper de quelqu'un de fragile. Et ça, la personne qui est aidante l'apprend au jour le jour, sans avoir forcément d'autres modèles, ce qu'on devrait pouvoir leur apporter pour avoir, comme le disait le docteur également, hein, d'avoir une vigilance sur des fois de la maltraitance, mais pas forcément voulue, mais qui, au fil de l'eau, par l'épuisement et par la méconnaissance, peut arriver dans les situations. Moi, j'axe mon intervention sur cette notion indispensable. Les personnes âgées, les aidants en milieu rural, ils sont par définition, comme j'ai pu l'évoquer, isolés, et il est indispensable de trouver des vecteurs qui vont amener ce soutien par l'information, par le lien, par l'écoute, parce qu'il est important d'apporter cette écoute auprès des aidants et des personnes âgées. Il est vrai que si on regarde bien, souvent on propose des réponses qui ne sont pas toujours adaptées dans nos campagnes. La distance fait que une personne qui veut aller faire un groupe de parole, par exemple, sur mon secteur, va devoir faire une demi-heure de voiture, voire plus, pour y aller, participer à ce groupe de parole, ce qui va lui faire énormément de bien, revenir à la maison et refaire encore 3 quarts d'heure de voiture, ce qui veut dire déjà qu'elle ait le permis, qu'elle ait trouvé quelqu'un qui va pouvoir s'occuper pendant qu'elle est absente de son aidant, de son aidé. Et donc voilà, on a quand même une complexité
dans la réalité pour apporter ce soutien aux aidants et aux aidés dans nos milieux ruraux. Faire une sortie avec une personne qui a des troubles importants, c'est très éprouvant. Il faut l'habiller, il faut le mettre dans la voiture, il faut l'emmener. Pour une personne qui est aidante et qui est elle-même âgée, c'est quand même une épreuve qui est aussi difficile et fatigante et usante pour elle. Moi, j'ai l'impression que il est nécessaire d'avoir plein de vecteurs de prévention. Les groupes de parole en sont un, mais d'autres moyens de communication existent pour pouvoir aller à domicile, pour pouvoir avoir ce soutien dans nos milieux ruraux. Et je pense que c'est important, notamment que les gens, comme vous le disiez tout à l'heure, prennent soin d'eux, c'est-à-dire se fassent également du bien. Et ça demande voilà, d'aller sur des outils qu'on a aujourd'hui. La pandémie nous a amené à communiquer aussi aujourd'hui autrement. La preuve, c'est que c'est la première fois que j'utilise cet outil et c'est intéressant. En tout cas, je pense qu'il est vraiment important qu'aujourd'hui, on ait ce message de prévention par des vecteurs multiples qui peuvent être notamment l'outil informatique pour que les personnes puissent avoir ce soutien. Je voudrais aussi rebondir sur le travail de Thierry Darnaud, qui est psychologue et qui a eu une autre démarche, c'est d'avoir une réflexion systémique, c'est-à-dire que autour de l'aidant désigné, qui est désigné souvent par la famille, il y a tout un tissu d'aidants qui sont les enfants, qui sont les amis, et eux aussi ont besoin d'avoir de l'information pour avoir une meilleure compréhension des troubles neurodégénératifs, de leur évolution et de ce que peut vivre et ressentir l'aidant. Je pense que la systémie, c'est vraiment d'essayer à chaque fois de prendre tout le système et de pouvoir accompagner tout le système autour de la personne. Et ça demande donc que tout le monde puisse avoir les informations nécessaires pour un meilleur accompagnement et un mieux-être de la personne malade. Merci. Voilà, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Écoutez, je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre éclairage et justement, le fait de rebondir aussi sur cet aspect prévention. Je veux dire, en mutualité, nous y sommes particulièrement attachés, bien évidemment. Alors, vos propos me permettent de rebondir sur une partie de l'intervention que j'avais faite au départ, à savoir la présentation, donc à l'issue de vos interventions, d'un outil numérique. Vous parliez, Monsieur Caponi, de rebondir aussi sur l'outil informatique. Ce que l'on se propose effectivement de faire, c'est de mettre à disposition des proches aidants et sur tout le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, finalement un nouvel outil numérique à leur service. Alors justement, ce nouvel outil numérique, il nous revient de vous le présenter. Et quel est cet outil? Alors en réalité, cet outil, il s'agit d'un chatbot. Alors derrière ce vocable quelque peu abscon, c'est simplement un agent conversationnel qui est destiné à la direction des proches aidants et qui est capable, cet agent conversationnel, de simuler une conversation. Cet outil, il représente une nouvelle modalité d'intervention. Effectivement, vous avez cité finalement des ruptures au niveau des modalités d'information. Et cet outil se veut donc une nouvelle modalité d'intervention au service de la prévention, promotion de la santé. Et il vient également en réponse aux situations d'isolement social et de renoncement aux soins. Alors, évidemment, durant cette période de pandémie que nous connaissons, mais bien sûr au-delà de cette période.
Alors, je suis moi très heureux de vous présenter ce soir cet agent conversationnel. Il s'intitule MICA et derrière cet acronyme, finalement, se cachent mes infos et conseils d'aidants. Alors, derrière cette volonté d'innover, la mutualité s'est appuyée sur de nombreux partenaires dès le début du projet. Je veux citer le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, l'Agence régionale de santé, la Conférence régionale de santé et de l'autonomie, mais également les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, des départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, de Saône-et-Loire, du territoire de Belfort et de Lyon. Vous voyez que de nombreux départements nous ont rejoints. Et également Apivia Massif Mutualité, qui est engagé depuis plus de 15 ans en faveur des aidants et qui a été le premier partenaire financeur à avoir soutenu ce projet. Les plateformes de répit, le docteur Sfer l'a cité également dans son propos, ont bien évidemment participé à la validation de notre étude de besoin et notre partenaire Reseda, je salue encore le docteur Sfer, est venu appuyer le développement de ce chatbot afin de renforcer la visibilité des 11 plateformes que vous avez citées, docteur, 11 plateformes de répit qui maillent finalement toute notre région. Cette crise sanitaire a favorisé la transformation digitale de nombreuses organisations, dont la nôtre, dont la mutualité. Mais derrière cet outil, moi, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a toujours de l'humain. Et il y a des humains qui viennent alimenter cet agent conversationnel, ce chatbot, à la fois par leur expertise et leur connaissance du territoire. Cet outil, notre outil MICA, il est disponible, il a l'avantage d'être disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et il agit également sur les 3 dimensions de la santé, qu'elles soient physiques, psychiques, mais également sociales. Et il est organisé en 4 axes qui vont vous être présentés d'ici quelques instants par Corinne Maxel. La partie chat conversationnelle vous sera, elle, présentée par Caroline Ville, toutes deux donc au sein de la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. C'est donc un jeune assistant virtuel que l'on va vous présenter d'ici quelques instants, assistant qui se veut bien évidemment évolutif, avec une base de connaissances qui est amenée à s'enrichir au fur et à mesure par rapport aux besoins exprimés, par rapport aux besoins justement des proches aidants sur notre région. Et il me revient donc de souhaiter bien évidemment longue vie à notre ami, et j'espère qu'il deviendra votre ami, notre ami Mika, avec l'objectif clairement affiché de rendre un service novateur à l'ensemble des aidants de notre région. Il ne s'agit pas de se substituer bien évidemment à la présence humaine, c'est très clair, je l'ai cité, mais je pense que le temps de la pandémie auquel j'ai fait allusion il y a quelques instants, je dirais, a fait évoluer finalement les pratiques, et pratiques qui seront conjointement menées avec des actions humaines bien évidemment. Donc voilà, c'est un outil qui ne se veut pas, je veux dire, la substitution totale, mais qui, par contre, de par la disponibilité dans sa mise en œuvre, se veut, je veux dire, véritablement au service de nos concitoyens sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vous remercie de votre attention et immédiatement, je cède la parole à Corinne Maxel et Caroline Vim pour justement vous faire tout l'aperçu possible sur cet agent conversationnel, notre ami Mika. Je vous laisse la parole, Corinne et Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser le temps à Caroline de partager justement Mika pour vous le présenter. Voilà Mika, donc mes infos et conseils d'aidants, c'est avec plaisir que je vous le présente ce soir. Mika est un jeune chatbot, il existe depuis, il a été mis ouvert au grand public à partir de janvier et il est né dans une phase expérimentale avec plusieurs portes d'entrée, donc 5 axes, 5 portes d'entrée possibles pour dialoguer avec Mika,
plus une partie chat que Caroline va pouvoir vous présenter. Et vous verrez qu'au fil de la présentation de ces différentes portes d'entrée, ça fait du sens avec tout ce que l'on vient d'entendre sur les besoins des proches aidants. Alors, sur la première porte d'entrée, c'est permettre aux proches aidants de faire un point sur sa situation. La personne, elle sera dirigée sur un questionnaire de la CNAV qui lui permettra, en fonction des réponses renseignées, de définir son profil de proche aidant. Et il nous est apparu important de pondérer des réponses pour pouvoir générer des profils. Et celui de la CNAV était adapté à ce besoin. On s'est plutôt donc dans cette phase expérimentale appuyé sur l'existant plutôt que de recréer un questionnaire, puisque c'est un outil qui a été validé, déjà utilisé, donc il avait toute sa légitimité dans ce chatbot. Et toujours dans cet axe 1, en fonction des besoins de la personne, quand elle revient sur le chatbot, la personne a la possibilité de laisser ses coordonnées pour être recontactée par une plateforme d'accompagnement et de répit de son secteur. Vous pouvez voir également, alors après c'est petit, mais sur la deuxième porte d'entrée, prendre du temps pour soi. On l'a souvent évoqué ce soir, il est important pour les proches aidants de prendre du temps pour soi, pour essayer de pallier à ces périodes de stress, de fatigue. Alors, en cliquant sur cet axe, deux possibilités. La possibilité de faire des exercices à domicile. Alors, si le proche aidant souhaite faire des exercices d'activité physique adaptée, il peut déjà commencer tout simplement à faire un test qui va déterminer un profil. En fonction du profil qui lui sera défini, il y aura des exercices adaptés en lien avec ce profil. Et si la personne ressent un besoin de se détendre suite à une fatigue ou une situation de stress que le proche aidant peut vivre au quotidien, la personne aura la possibilité de choisir des exercices de relaxation, de cohérence cardiaque, de sophrologie, de méditation et la possibilité aussi d'avoir des conseils pratiques face au stress. Et il y a également la possibilité d'avoir une version écrite ou une version audio pour les séances de sophrologie. Alors, tous ces exercices ont été créés par des experts, à savoir des sophrologues et puis des professeurs d'activité physique adaptée. Là, on est vraiment sur un axe pour prendre soin de soi. La troisième porte d'entrée est mise en relation avec les structures d'aide et d'accompagnement de mon territoire. En fonction du code postal qui est demandé à la personne qui se connecte sur cet axe, la personne sera orientée auprès d'une structure pouvant lui venir en aide, la plus proche de son domicile, bien évidemment. Et si elle souhaite être contactée, Mika lui demande ses coordonnées. Ensuite, c'est envoyé à la structure en question et puis la plateforme reprend contact avec la personne. Et ça va justement permettre aux proches aidants de connaître toutes les solutions qui lui sont proposées puisque les plateformes d'accompagnement et de répit ne sont pas forcément connues de tous. La quatrième porte d'entrée, cette fois, alors on l'a évoqué également ce soir, l'importance de partager. Donc là, justement, cet axe va permettre un partage de connaissances qui va favoriser la démocratie en santé et permettre de s'intégrer dans une démarche de pair aidant pour faciliter et aider au mieux le quotidien du proche aidant. Ça répond encore une fois à des besoins exprimés et verbalisés précédemment par les différentes interventions. Donc, la personne a la possibilité d'apporter son témoignage et puis elle peut être également, si elle le souhaite, aller plus loin dans la démarche, être contactée en laissant ses coordonnées par un professionnel de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté pour créer un échange collectif toujours au service des proches aidants et des professionnels pour répondre au mieux à leurs besoins. Et puis également, la cinquième porte d'entrée
Là, c'est pour découvrir les partenaires et financeurs de Mika. Ils sont nombreux à nous soutenir et c'est grâce à eux que Mika existe, qu'il va être enrichi, parce que on est dans une phase expérimentale jusqu'en juillet. Et l'enjeu, c'est de poursuivre, évidemment, d'alimenter, d'enrichir Mika sur ces axes-là, et puis de le proposer au plus grand nombre de proches aidants. Alors, je vais laisser la parole à Caroline pour vous expliquer cette fois la deuxième partie qui consiste à converser avec Mika. Merci beaucoup, Corinne. Alors, donc effectivement, donc on vient de voir plus la partie menu principal, hein, si je puis dire, de Mika. Mais comme tout agent conversationnel se le veut, il y a aussi donc une partie davantage chat, donc conversation. Et là, l'idée, c'est vraiment d'apporter de l'information fiable et centralisée, parce que on sait bien que parfois, quand on cherche une information sur les moteurs de recherche Internet, eh ben, on peut tomber sur de la mésinformation, sur des mauvaises informations, sur des arnaques aussi, pourquoi pas. Et là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir centraliser de l'info fiable et dans un seul et même outil. Donc, comme me le disait encore Monsieur Herry tout à l'heure, cet outil est évolutif, sa base de connaissances est évolutive. Et à l'heure actuelle, Mika est encore très jeune, il n'a pas encore les réponses à toutes les questions, mais lorsqu'il bute sur une question, il renvoie l'utilisateur en lui disant bah, écoutez, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail si jamais j'ai mal répondu à une question ou s'il fallait la compléter ou si vous avez vu qu'il y avait quelque chose de manquant ou ben, même si j'ai même pas du tout réussi à répondre, n'hésitez pas, je suis alimentée par des professionnels derrière qui vérifient dans ce qu'on appelle le back-office de Mika très régulièrement pour le mettre à jour en temps voulu. Donc là, une question qu'on se posait tout à l'heure, je crois que c'était Monsieur Caponi qui disait que parfois les personnes ne savaient pas quelles aides les aidants avaient droit. Donc là, par exemple, si on pose la question à Mika, quelles sont les aides auxquelles j'ai droit? Eh bien, Mika explique qu'on peut trouver toutes les informations sur les aides financières ou matérielles sur, bon, là, pour le coup, le site du gouvernement. Donc, si on a choisi aussi ce site, c'est puisque c'est un site qui est mis à jour régulièrement avec des informations fiables. Donc, en cliquant sur le lien que Mika propose, nous serons redirigés donc, sur ce fameux site. Et Mika n'hésite pas aussi à expliquer qu'il existe une nouvelle prestation qui peut être versée aux personnes qui arrêtent, par exemple, de travailler ponctuellement. On en parlait déjà tout à l'heure. Et puis, Mika propose aussi, si vous voulez connaître les conditions d'attribution, il donne le lien direct vers lequel se rendre et la personne n'est pas obligée d'aller chercher moult fois sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche et se perdre dans les méandres d'Internet qu'on connaît tous. Une autre question que l'on peut se poser, tout à l'heure, Anne en parlait par rapport à... Non, je ne sais plus qui c'est. Non, c'est Monsieur Caponi encore, qui disait qu'une personne avait eu besoin d'aménager son logement pour des soucis d'intimité qu'elle ne ressentait plus pour elle-même. Donc, eh bien, on peut poser la question à Mika, ben voilà, j'ai besoin d'aménager mon logement, donc quelles sont les solutions? Et Mika répond qu'il existe des solutions, donc il en cite plusieurs au niveau des aides, donc les aides de l'ANA, les aides des caisses de retraite, etc. etc. Et il renvoie sur une page officielle, en cliquant donc sur le lien que vous voyez souligné en bleu, sur une page officielle avec de l'information à jour. D'autres questions, c'est aussi tout simplement une question que les aidants se posent très souvent, à savoir, même tout simplement un témoignage, je n'arrive plus à m'occuper de mon proche. Donc là, Mika va lui dire, bon écoutez, est-ce que c'est plutôt le fait que vous vous sentiez seul et démuni face à la situation que vous avez besoin d'aide, ou est-ce que c'est plutôt vraiment une fatigue? Et là, en fonction de ce sur quoi on clique, par exemple, je suis fatiguée, eh bien, voilà, donc Mika explique qu'effectivement, accompagner au quotidien un proche touché par une maladie ou un handicap, ça peut être source de difficultés, etc., etc. De toute façon, je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat pour que vous puissiez aller consulter Mika si vous le souhaitez. Et Mika explique qu'il existe des dispositifs pour aider et accompagner les aidants pour soulager leur quotidien. Et encore une fois, il explique qu'il peut orienter vers des structures d'accompagnement, comme Corinne vous l'expliquait tout à l'heure dans le menu principal, être mis en relation avec des structures d'aide. Je vais vous redonner un ou deux petits exemples. Par exemple, eh bien, j'ai vu que ça conversait notamment sur ce sujet dans le fil de discussion.
Parfois, on peut se dire, bah oui, j'ai besoin de parler avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Et là, Mika va dire que, par exemple, l'Association française des aidants organise des cafés dans toute la France et que c'est l'occasion d'échanger avec d'autres aidants et que même les plateformes de répit du territoire, pour le coup Bourgogne-Franche-Comté, peut également orienter les personnes vers des groupes de parole. On en parlait tout à l'heure. Et puis, un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple, pour vous montrer vraiment que le contenu de Mika est quand même varié. J'ai perdu la carte d'invalidité de mon proche, et comment je peux la refaire faire? Et là, encore une fois, Mika donc renvoie vers une page officielle et fiable pour répondre à la question. Et puis, je vais vous donner un dernier exemple. Il me semble qu'on parlait aussi de cela et que les personnes ne sont pas forcément au courant que cela existe, mais on peut en avoir entendu parler. Il y a aussi de l'information sur tout ce qui est hébergement temporaire et puis aussi, pourquoi pas, les vacances adaptées comme cité précédemment. Et je terminerai par vous dire que, par exemple, quand vous commencez à taper un début de question, genre qu'est-ce qu'un EHPAD, qu'est-ce que le plan d'aide, qu'est-ce que l'allocation personnalisée d'autonomie, vous voyez qu'il y a une série de questions qui sont pré-proposées. Et ça, c'est une chose vraiment importante dans le sens où parfois, on va découvrir des mots-clés, des types d'aide ou du vocabulaire qu'on ne connaissait pas et auquel on n'aurait jamais pensé. Et donc, en cela, Mika peut aussi apporter de l'information que sans qu'on ait eu besoin de la rechercher, en fait, il nous l'apporte de lui-même. Voilà. Bon, eh bien, je pense que je vais vous mettre le lien là tout à l'heure dans le fil de discussion pour que vous puissiez converser ou consulter Mika comme vous le souhaitez. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Caroline. Alors effectivement, dans le fil de conversation, j'ai vu en premier lieu un questionnement de la part de Jean-Marie Catin, qui se positionnait en tant qu'ancien aidant et qui mettait en avant le défaut, je veux dire, par le fait de manque d'échange entre les aidants. Et par la suite, alors ce n'étaient pas des questions qui étaient posées, mais plutôt, j'allais dire, des offres de services des uns et des autres, effectivement, l'existence que je connaissais déjà, mais que peut-être d'autres ne connaissent pas, de l'existence de groupes de parole, avec l'approche France Alzheimer, une AFAM, Association des familles, dispositif qui existait avec la collaboration d'acteurs professionnels. Je liste encore une intervention de Cécile Marie avec un site hvillage.com ou encore des informations délivrées par l'Agir Carco avec l'outil ma boussole d'aidant. Donc beaucoup effectivement de manifestations autour de la question posée par Jean-Marie. Et puis, j'allais dire, pour rebondir, être tout à fait transparent aussi, la réaction de Pascal Robin, que je retranscris intégralement. On part du principe que les aidants âgés, notamment en milieu rural, ont accès au numérique. Point d'exclamation, on en est loin. Alors effectivement, la fracture numérique, elle existe, c'est clair. Si on se reporte pour autant, je veux dire, à toutes les réactions qui ont eu lieu sur le chat, on voit que d'ores et déjà, il y a beaucoup de solutions qui sont amenées par le numérique. Et j'ai tout de suite précisé dans mon intervention que de toute façon, notre outil Mika, je veux dire, n'avait pas vocation à se substituer à 100% à d'autres formes d'intervention. Mais force est de constater, quand on fait état, je veux dire, de la ruralité et des problématiques d'accès, je veux dire, ou plutôt de fracture numérique, il faut aussi avoir en tête que dans des milieux périurbains, on peut avoir bien évidemment autant de fragilité sociale. Donc on a mis l'accent, et M. Caponi a porté tout son témoignage fort utilement sur la ruralité. N'oublions pas qu'il y a des secteurs urbains ou périurbains où la problématique se pose de la même façon.
Et ce sur quoi je voudrais justement intervenir, c'est que par rapport à toutes vos réactions, je n'ai pas encore vu de questions, mais plutôt des réactions. Notre outil MICA, finalement, par rapport aux propos du docteur Sfer au départ, qui signalait quand même que 25%, c'est une proportion importante des aidants, je veux dire, se plaignaient de lourdeur, de lourdeur administrative. Finalement, on se retrouve quelque part dans un dédale où il est bien difficile de se situer. Je pense que pour partie, justement, l'outil MICA, dans un premier temps, il recense, et vous l'avez fait vous-même dans le fil de discussion, il recense au mieux possible, par exemple, tout ce qui peut être fait de façon administrative. Et je veux dire, vous pouvez avoir accès à cet outil 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ensuite, il y a la partie, j'allais dire, en direction toujours de l'aidant, avec des exercices de sophrologie, d'autres exercices de bien-être qui ont été mis en avant par Corinne. Et puis, je veux dire, tout le relationnel. Et quand on parlait plateforme de répit, Corinne a également mis en avant le fait que par le fait de vous déclarer et d'avoir un code postal, on était capable de mettre en relation avec une plateforme de répit. Donc, tout cet outil, il se veut un nouvel outil qui n'a pas lieu de se substituer à ce qui existe, mais par contre, je le considère, moi, comme un produit, excusez-moi peut-être d'expression, mais comme une innovation mise au service de tous, à la fois pour avoir de l'accès au plus d'informations possibles et surtout pour pouvoir justement venir, comment dirais-je, se mettre justement et apporter le plus d'informations au profit des aidants. Donc, je ne sais pas si Madame Delroc, le docteur Sfer ou encore Monsieur Caponi veulent réagir derrière moi, mais voilà modestement ce pourquoi on veut mettre cet outil en place. C'est bien pour pouvoir apporter le plus d'informations et comme l'a dit Caroline également, n'oublions pas que ce n'est pas un outil figé dans le temps, il se veut évolutif et c'est justement le fait, je veux dire, pour les aidants d'aller sur cet outil, de poser aussi des questions qui permettra de le faire évoluer. C'est en tout cas tout l'enjeu que MICA, notre outil, se veut au service de nos concitoyens. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions parmi les intervenants, n'hésitez pas. Oui, moi je pense que chaque outil qui peut être utilisé pour faire de la prévention, pour amener du conseil est intéressant. À l'époque, Françoise Dolto, quand elle avait commencé ses émissions à la radio, c'était quelque chose de novateur. Et on est un petit peu sur les mêmes schémas, de quelque chose qui est nouveau. C'est vrai que les personnes âgées aujourd'hui ont peu la possibilité, on n'utilise pas encore peu l'informatique, mais c'est quelque chose qui se développe, et notamment pour les enfants des personnes âgées. Eux, ils ont l'utilisation de l'outil informatique. Moi, je suis surpris dans nos campagnes d'avoir quand même du réseau à peu près partout. Donc, c'est quelque chose, c'est plus le réseau qui pose problème, c'est la capacité d'utiliser l'outil. Et ça, dans les années qui vont venir, forcément, ça va s'améliorer, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Oui, moi aussi, je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai qu'on avait beaucoup de certaines idées reçues sur l'usage des nouvelles technologies par nos aînés, mais on s'était perçu au cours de cette épidémie qu'ils nous ont étonnés de façon positive puisqu'ils se sont adaptés. Alors effectivement, il ne faut pas que ça soit un outil compliqué, mais ça a l'air plutôt simple. Il faut simplifier un peu les choses, mais je veux dire, nos aînés, ils sont comme les autres, ils s'adaptent. Et donc, tous ces outils-là sont importants pour rompre l'isolement ou pour aider à diffuser l'information un peu partout. Tout à fait.
Tout à fait, et ça rejoint bien les propos là qui viennent de s'inscrire de la part de Valérie Bujanda. Bravo, car sans se substituer à l'offre humaine, cela propose une autre option avec une liberté d'utilisation et une amplitude horaire non négligeable. Effectivement, c'est ce que l'on recherche via cet outil, bien évidemment. Oui, c'est bien que ce soit utilisable effectivement à toute heure, parce que si on a un petit coup de stress, ben, on peut faire un petit exercice pratique, ça soulage. J'ai testé. Ah, bien, d'accord. Bah, écoutez, merci pour votre témoignage, Anne. C'est bien ça, je pense, entre autres, le but de la mise en place de Mika. Tout à fait. Que je vous encourage en tout cas à faire pour celles et ceux qui assistent à cette conférence, finalement, ce dont on a besoin, c'est de votre relais aussi. Aujourd'hui, vous, participantes et participants à cette conférence, faites largement, je veux dire, écho, je dirais, soyez les relais pour que finalement, les aidants puissent avoir la connaissance de cet outil mis à leur disposition et ainsi le faire évoluer. Et plus, je veux dire, cet outil sera alimenté, plus justement il va s'enrichir et permettra, je veux dire, à la fois de répondre à vos questions, je veux dire, que ça soit purement administratif, ça peut démarrer par là, on peut aussi être vite désarçonné quand on est d'un coup d'un seul, et Anne le signalait, ça peut venir aussi brutalement, je veux dire, la position d'aidant. Et également après, je veux dire, de penser à sa propre santé, c'est tout l'aspect prévention également. Et pour ça aussi, Mika ne se contente pas finalement d'ouvrir des pistes sur le seul champ administratif. Il va bien au-delà puisqu'il va sur le champ, je veux dire, d'une prévention en direction de l'aidant. Et par rapport à ce qui a été évoqué par le docteur Sfer en cas de, je veux dire, d'épuisement, on pourrait parler, quand vous évoquiez, docteur Sfer, malheureusement, bon nombre de décès de proches aidants précédant le décès des personnes aidées. On peut véritablement parler, et on l'a parlé je veux dire, dans les médias, de véritable burn-out de la part de certains aidants. Et là, justement, cet outil aussi, il permet de rediriger, je veux dire, dans un autre temps, vers des plateformes de répit. Vous signaliez toute l'importance qu'il y avait et que les aidants, bien souvent, ne se permettaient pas de prendre. L'outil aussi peut participer à la valorisation, et il participe à la valorisation de ces plateformes de répit. En tout cas, pour moi, ça me paraît essentiel. Oui, tout à fait. Et puis, ça permet ne serait-ce qu'un première approche pour voir un peu, pour que les gens puissent commencer à faire la démarche d'aller vers les autres, même si c'est au départ en cherchant l'information. Mais en second temps, ça, effectivement, on ne peut pas remplacer le contact humain et puis la présence humaine. Mais en tout cas, ça permet de rediriger ou d'adresser de façon un peu plus ciblée les aidants vers le service adapté. Tout à fait. Alors, je vois, j'ai essayé de restituer un petit peu le contenu de vos réactions. Il y a une question qui a été posée par Sandrine Bourgeois en posant la question si la webconférence sera revisionnée. La réponse est oui, puisque nous mettons, il me semble, un replay, je veux dire, à disposition des participants. Je ne vois pas, il est déjà 18h20, je ne vois pas, moi, d'autres questions qui soient posées. Donc, moi, je vous remercie infiniment pour votre participation. Infiniment, Anne, également pour votre témoignage. On était vraiment dans le concret et le vécu quotidien. Oui. Je vous encourage bien évidemment à faire, je veux dire, la promotion de cet outil tout autour de vous, que justement il puisse être au service de tous nos concitoyens proches aidants. Voilà le message, moi, que je voulais vous adresser en fin de webconférence. Je vous remercie donc de votre participation et je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Merci, bonsoir à tous. Bonne soirée à tous. Merci, bonsoir.